Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver pour cette belle table ronde avec des intervenants de qualité. On va pouvoir échanger sur les sujets d'intelligence artificielle comme moteur de transformation du e-commerce. Donc je vais inviter nos intervenants sur scène. Vous pouvez vous installer, messieurs. Et donc, en attendant que tout le monde s'installe, voilà, la queue était dense, comme le disait Karen. Donc on va attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde s'installe. Le temps de faire un petit tour d'horizon de nos intervenants. Et puis après, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce qu'on vous a préparé donc aujourd'hui, c'est une table ronde tournée vers l'aspect opérationnel, de vous donner des cas concrets autour de l'intelligence artificielle avec des entreprises qui l'ont déjà mis en place dans leur structure. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec notre panel de qualité. Je vais commencer par présenter François Loviton, avec un parcours d'entrepreneur dans le digital. François, entre 2000 et 2007, vous avez eu des expériences au sein de Carrefour comme directeur e-commerce ou encore Célio en tant que directeur marketing. Vous accompagnez notamment des marques depuis 8 ans au sein de Google dans leur transformation et leur structuration sur le digital et sur les sujets IA. Donc on va avoir vos lumières sur ces sujets-là avec l'ensemble de notre public. Je passe à vous, David Gallet. Vous êtes donc directeur associé chez BCGX, un cabinet de conseil, l'entité de développement tech et IA de BCGX. David a développé et transféré plusieurs solutions IA à ses clients sur les 5 dernières années dans les domaines du marketing et de la vente. Donc ça va être très intéressant d'évoquer avec vous, David, tous ces sujets-là. Je sais qu'il y a une étude très riche au sein de BCG. On retrouve une analyse sur le ressenti, mais aussi la réalité de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Donc n'hésitez pas à retrouver cette étude sur le site de BCG. On continue notre tour de table avec Pierre-Yves Caloc, avec 20 années d'expérience. Pierre-Yves au sein du groupe Pernod Ricard. Pierre-Yves est aujourd'hui Chief Digital Officer et vous avez intégré ces dernières années une IA au service de votre force de vente pour optimiser notamment les tournées. Donc ça va être intéressant de voir les retours, mais aussi vous avez d'autres sujets IA dans les cartons qu'on va découvrir tous ensemble. Et puis, Olivier, pour compléter cette table ronde, on a le plaisir également de vous accueillir. Depuis 10 ans chez Fnac Darty, Olivier est directeur e-commerce et digital du groupe. Aujourd'hui, Fnac Darty capitalise sur plusieurs technologies pour développer l'IA générative. Messieurs, bienvenue à vous. C'est parti pour échanger ensemble. On aura 50 minutes pour échanger tous ensemble et parcourir ces différents sujets de l'IA. Je pense que tout le monde est installé, même s'il y a encore pas mal de monde dehors. Bon, ça va être difficile d'accueillir l'ensemble du public. Avant d'attaquer sur notre programme, je voulais juste faire un petit sondage au sein du public. Ma première question, c'était qui a déjà utilisé une intelligence artificielle générative du type ChatGPT, si vous pouvez lever la main. Ou Bard. François me souffle dans l'oreille. Qui a utilisé Bard? Très intéressant, c'est pour les puristes. Et donc, qui a déjà intégré des sujets d'intelligence artificielle au sein de sa structure, si vous pouvez lever la main. Un petit peu moins de monde, très bien. C'est assez intéressant pour nous, juste pour personnaliser cette table ronde et donc avoir un discours aussi adapté dans ce sens. En termes de structure, on aurait pu vous préparer une table ronde structurée par une intelligence artificielle. Il n'en est rien, on l'a structurée avec nos matières grises tous les 5, donc on espère que cette structure va vous plaire, notamment sur un programme ciblé sur 3 axes. Le premier axe, messieurs, qu'on va voir ensemble, c'est en quoi l'intelligence artificielle est une opportunité face à la réalité actuelle, de voir un peu les freins, les contraintes et comment lancer des projets d'IA au sein de nos structures. Le deuxième axe, c'est de voir les applications pratiques, notamment avec des exemples. On a la chance d'avoir des retailers avec nous pour voir l'efficacité de ces nouveaux modes opérationnels au sein de vos structures. On prendra notamment un petit peu de recul avec vous, David, sur un panorama aussi des usages de l'IA pour l'univers du commerce de demain.
Et enfin, le troisième axe, on va regarder ensemble les enjeux et les perspectives. On parle énormément d'intelligence artificielle, mais il y a des enjeux de responsabilité, de sécurité. Et donc, on va évoquer comment on perçoit dans nos univers d'entreprise cet aspect de l'évolution d'intelligence artificielle. J'espère que ça vous va comme programme. Donc c'est parti, ensemble, pour explorer les sujets de l'intelligence artificielle. Super. Je vous propose donc de débuter. Ce qui nous semblait intéressant, et là je vais me tourner vers vous, David, c'est de se repencher sur la thématique d'IA générative. De quoi on parle? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour nos entreprises? Ouais, merci. Donc on a vu le nombre de personnes qui utilisaient ChatGPT dans la salle. C'est assez impressionnant le niveau d'adoption qu'on a. On aime bien structurer les différents types d'intelligence artificielle en deux catégories. C'est assez simple, cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche, c'est l'intelligence artificielle qui est apparue, qui a connu un essor très fort dans les années 2015 avec le machine learning. Et là, c'est plutôt les outils quantitatifs, la prédiction, prédire est-ce qu'une transaction est peut-être frauduleuse, prédire quel est le ROI de votre marketing, prédire l'élasticité des prix, prédire vos ventes dans le futur en fonction des conditions de marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'IA prédictive, qui est sur la partie gauche, très logique. Et avec l'IA générative est apparue un peu une IA du cerveau droit, plus créative, plus intuitive, multi-support, donc notamment avec des données non structurées avec laquelle on va pouvoir discuter avec du langage naturel. Il faut imaginer que c'est un traducteur universel, vous pouvez aussi faire du code avec, donc vous pouvez discuter en Python, en Java, en C avec cette intelligence artificielle, elle va vous donner des idées sur le code. Elle va vous permettre de développer des résumés, des synthèses très rapidement, et ça c'est ce que tout le monde utilise. Aujourd'hui, ces deux IA sont importantes, c'est pour ça qu'on les présente dans un même cerveau, parce qu'en fait, on va voir arriver des applications combinées. Et on va parler des sales, par exemple, des Salesforce. Si vous avez un compte-rendu de visite, vous pouvez l'écrire ou l'enregistrer, il sera tapé automatiquement et vous pouvez le transformer en data que de l'IA prédictive peut réutiliser pour faire des prédictions. Et donc, en fait, elles ne sont pas incompatibles du tout, elles vont se nourrir. Et on va voir de plus en plus d'applications s'accélérer grâce à cette interface générative AI qui est beaucoup plus naturelle. Super intéressant. On sait que les sujets d'IA étaient déjà très intégrés dans les entreprises sur le plan de la donnée, mais là, c'est une continuité dans les usages avec des possibilités qui sont multiples. Très bien. Ma question suivante, d'après votre étude, votre vision au sein de votre cabinet, quels sont les différents usages, les impacts qu'on peut établir sur les entreprises via cette IA? Donc, non, rapidement, du coup, ça va être sur toute la chaîne de valeur. Vous allez avoir des choses qui vont être... C'est de la continuité à la fois du changement. Donc, par exemple, vous allez avoir de la continuité sur les sujets de pricing, optimisation du pricing, optimisation des promos de vente. Vous pouvez intégrer le feedback utilisateur sur certains prix. Quand vous faites des surveys consumer, avec ça, vous pouvez encore les conjoints, les intégrer directement dans vos modèles. Donc, ça va booster vraiment la partie pricing and value. Ça va booster la partie marketing, évidemment, avec la création de contenu. Vous allez pouvoir faire des liens entre je crée très rapidement des contenus, je les A/B teste en temps réel et je vérifie les ROI, je les connecte avec mes prédictions de vente. Et donc, je peux optimiser à la fois mes moyens moteurs et mes prix en parallèle. Vous avez sur cette slide les niveaux benchmark de gains qui sont assez énormes. Vous avez des cas d'usage dans toute la chaîne de valeur, mais vous avez aussi des effets de productivité qui vont apparaître, qui intéressent beaucoup, des effets de productivité dans la tech, par exemple les équipes de maintenance d'applications qui vont pouvoir maintenir plus d'applications, la création de code qui va être assistée avec Copilot, et de la productivité dans les fonctions support, tout ce qui est résumé, notes de synthèse, recherche bibliographique, qui est amplement accéléré et qui permet d'accélérer tous les projets aujourd'hui. Donc vraiment, toute la chaîne de valeur va être touchée et chaque retailer, chaque société de grande consommation peut s'intéresser à quels sont les endroits qu'elle veut améliorer avec cette IA. Alors les champs d'application sont très larges, on le voit sur ce slide, et l'impact pour des structures. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est par où on commence. Et donc là, je vais me tourner vers les retailers de notre table ronde, que ce soit Pierre-Yves ou Olivier. Comment vous avez amené ces réflexions sur les premiers sujets de l'IA au sein de vos structures? Alors, chez Pernod Ricard, on n'est pas encore un retailer. Donc on est par contre très en interaction avec le retail. Et on a eu la chance de commencer en fait il y a quasiment 4 ans maintenant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc le premier exemple que je vais prendre, si on peut passer sur le slide suivant,
Je vais prendre un cas très concret d'un de nos commerciaux, donc Paul, qui est en Angleterre. Et la complexité que Paul a, c'est la complexité de Pernod Ricard en général, c'est que vous connaissez tous la marque créée par Paul Ricard à Marseille. Aujourd'hui, le groupe s'est énormément étendu et il y a plus de 140 marques dans le portefeuille et dans un pays donné, à peu près une trentaine. Donc la complexité pour Paul et tous ses collègues, c'est de savoir, quand il va dans un magasin, quoi faire, et puis aussi de se poser la question de quel magasin visiter cette semaine. Donc on a développé un outil interne qu'on appelle D-Star. Donc la première chose que fait D-Star, c'est que ça va, l'écran n'est pas aussi beau que prévu, faire une planification hebdomadaire qui va être optimisée. C'est-à-dire qu'avant, la planification hebdomadaire se faisait en fonction de la fréquence de la dernière fois qu'on a visité un magasin et puis éventuellement la taille du magasin. Maintenant, cette fréquence et la visite de chaque magasin est planifiée en fonction du potentiel. Donc tous les lundis matins, Paul va recevoir une liste de 32 magasins, par exemple, qui vont être ceux où il aura le plus d'impact. Et puis, comme on voit à l'écran, sur chaque point de vente, alors ça peut être aussi un bar, une discothèque ou un hôtel, un magasin de proximité, il va y avoir des actions complètement personnalisées pour ce point de vente. Donc ça peut être soit le référencement d'un nouveau SKU, une nouvelle référence, ça peut être pousser une promotion qui est en cours dans le magasin, ou aller vérifier que le stock pour une promotion qui va être dans 2-3 semaines est bien présent pour que les consommateurs trouvent le bon produit quand ils viendront en magasin. Alors comment est-ce que ça marche? Donc si on passe au slide suivant, en fait, il y a besoin de beaucoup de données pour faire un clustering des points de vente. Donc on va prendre par exemple, donc évidemment la caractéristique du point de vente, sa taille, la marque de l'enseigne. On va prendre aussi les données sociodémographiques des gens qui vivent autour du magasin. On va prendre toutes les ventes du magasin sur les produits de Pernod Ricard, mais aussi ceux de la concurrence quand c'est possible. Et puis des éléments comme est-ce que c'est près d'une plage, parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait changer énormément, en particulier sur des hôtels, le type de consommation. Et donc toutes ces données-là, on va les utiliser pour créer ce qu'on appelle un ADN de chacun des points de vente. Et donc on va faire un clustering. Et chaque cluster, en fait, chaque magasin ou chaque point de vente dans un cluster devrait normalement se comporter de la même façon. Et c'est là où on va déterminer que certaines marques, par exemple, Havana Club, va être un petit peu en dessous ou beaucoup en dessous du reste des magasins du cluster. Et donc là, il y a une opportunité qui est extrêmement claire pour Havana Club. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, en fait, le clustering a raison et on obtient en fait non seulement une acceptation relativement facile par le point de vente d'une nouvelle référence, mais aussi des ventes non seulement initiales, mais récurrentes, qui est un bon point évidemment pour Pernod Ricard, mais aussi pour le point de vente et pour le consommateur qui va trouver le produit qu'il recherche au moment où il en a besoin. Donc ça, c'est la partie clustering. Ensuite, on rajoute des paramètres plus en centrale qui vont être des priorisations, par exemple, entre les marques. Si on est au-dessus du budget, on va faire des actions de long terme, par exemple, référencer des nouveaux produits. Si on est un peu en dessous du budget, ce qui peut arriver, on va pousser un peu plus des actions de promotion. Et donc, c'est la combinaison de ces deux éléments qui font que le commercial va avoir dans son environnement de travail au quotidien, donc un outil de force de vente qui est en général différent pays par pays, et donc il va recevoir ses recommandations dans son outil quotidien et va lui permettre de gagner du temps en termes de planification, mais aussi on a un impact significatif sur les ventes et on est capable de comparer en fait, soit dans un pays donné entre les équipes qui ont l'outil ou qui n'ont pas l'outil au début, les différences de performance, et on est sur des ajouts significatifs en termes de vente. L'autre élément qui est extrêmement important pour nous, c'est la satisfaction en fait, des commerciaux. Je n'ai jamais vu dans mon expérience d'implémentation de solutions technologiques une telle acceptation. Pour vous donner un petit exemple, quand on a déployé la solution en France, au début je croyais naïvement que j'allais pouvoir garder 10% de la population qui n'aurait pas l'outil pour faire du A/B testing et vérifier la performance. Juste au bout de 3 semaines, les commerciaux ont été voir le comité d'entreprise en disant c'est pas acceptable, tout le monde doit avoir la solution.
En général, on a plutôt le type de réaction inverse dans ces cas-là. Donc, c'est juste pour montrer le niveau d'adoption qu'on a sur ce type d'outil quand c'est pertinent. Et le niveau de pertinence est extrêmement important parce qu'on parle de commerciaux qui, des fois, ont jusqu'à 20 ans d'expérience au sud d'Orléans, dans le nord d'une partie d'une région. Et donc, le niveau de pertinence qu'on va avoir, qui est évidemment construit par itération avec les équipes opérationnelles, est extrêmement important pour avoir ce type d'adoption. Mais on a des vrais résultats. Super intéressant. Je me tourne vers vous, Olivier. Vous avez cette même expérience, c'est une problématique que vous avez identifiée et vous avez trouvé une solution à travers l'IA, j'imagine? Alors nous, on est engagé dans ces sujets au sens large de la donnée, du machine learning, de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. On a commencé par investir dans notre socle data, on a modernisé, on a fait des partenariats technologiques, notamment avec mon voisin pour être meilleur dans l'exploitation de la data. Et on a commencé il y a quelques années à développer des use cases opérationnels. Quelques exemples, le moteur de recherche, c'est très important dans notre métier puisque quand vous allez sur fnac.com ou sur darty.com, vous devez choisir parmi des millions de références. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'expérience, mieux comprendre l'intention du consommateur. Donc ça, c'est un premier exemple historique. On a aussi des exemples dans les opérations. Vous savez que Darty, c'est le premier réparateur de France. Eh ben, le fait, avec la data, de mieux préparer les interventions permet d'en éviter certaines ou d'être plus efficace et donc d'avoir plus d'impact pour nos consommateurs et moins d'impact pour la planète en réduisant des déplacements, etc. Donc ça, c'est la première phase, on va dire, historique que l'on a connue. Et puis, avec l'émergence de l'IA générative, on a relancé un nouvel ensemble, une nouvelle série de POC, on dit en bon français, ou de tests, qui sont dans différents domaines. Vous en avez parlé tout à l'heure, on a aujourd'hui 50 développeurs dans la tech qui utilisent Copilot pour leur coding. Donc en fait, l'intelligence artificielle leur propose 2 ou 3 lignes de code en temps réel. Alors je ne sais pas si on est encore tout de suite au benchmark d'impact que mentionne le BCG, mais BCG c'est toujours très fort. Nous on n'est pas encore là, mais en tout cas les équipes sont enthousiastes et donc il y a cette vrai enthousiasme et vraiment on jugera, on mettra un peu plus de temps pour juger l'impact réel, mais ça a pris fortement. Un autre exemple, c'est la génération de contenu de qualité pour nos fiches articles dans la marketplace. On travaille avec une société israélienne et donc là l'intelligence artificielle génère des résumés et un contenu qui est pertinent pour les fiches articles. On a aussi l'utilisation de cette IA générative pour modérer notre contenu. Les contenus des utilisateurs. On peut le faire de façon plus efficace, plus rapide. Donc là, on gagne du temps, on gagne de l'efficacité, on gagne de la qualité. Donc il y a tout un tas d'exemples comme ça qui sont en cours. Et on prépare déjà une deuxième vague, une deuxième vague de tests et de use cases qui seront toujours dans ces grandes thématiques. Naturellement, les interactions avec les clients. On a plus de 10 millions de contacts chaque année à distance avec nos clients qui passent par call center, le chat, etc. Et là, on va pouvoir les rendre plus précis, plus pertinents. Naturellement aussi la génération de contenu pour le marketing, pour le site internet. Et beaucoup les opérations, je parlais du SAV, mais il y a ça également dans tout le domaine, la promo, le pricing, comme vous l'avez évoqué. Donc il y a toute une palette de use cases, certains qui sont déjà opérationnels et d'autres qui arrivent dans les mois qui viennent. Super intéressant, merci, c'était très riche. Justement, Olivier, vous avez parlé d'une collaboration avec François, avec l'entité Google. Je sais que Google aujourd'hui accompagne plusieurs entreprises, que ce soit Carrefour, Fnac Darty, sur ces sujets d'IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, François, sur ces sujets? Bien sûr. Donc effectivement, vous avez parlé de l'IA comme finalement un phénomène qui n'est pas complètement nouveau, puisque même s'il y a une accélération cette année, on appelle ça une inflexion avec l'arrivée de l'IA générative. On est depuis nous, chez Google, depuis de nombreuses années déjà sur le chemin de l'IA. En 2017, on avait annoncé qu'on était AI First Company. Et ça faisait partie de ce mouvement avec des premiers modèles et des algorithmes à base de machine learning. La manière dont on accompagne, nous, aujourd'hui, les grands comptes sur ce chemin de l'IA, il y a
y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est déjà, effectivement, comme on est sur un mouvement et que les choses vont extrêmement vite, hein, ChatGPT, dans ChatGPT, le T de ChatGPT, c'est Transformer, c'est un modèle qui a été inventé chez Google dans nos labos de recherche et qui a été publié en 2017 et qui est utilisé par beaucoup de sociétés. Donc on a, nous, une première activité de recherche et développement et qu'on met à disposition de nos partenaires. Et c'est important parce que dans ce mouvement, les choses vont extrêmement vite et il est important de comprendre les sous-jacents de la technologie et à quel rythme elle va évoluer et quels impacts ils peuvent avoir. Donc, premier niveau, c'est un partage de savoir-faire et de compétences. Le deuxième niveau, c'est des solutions. Et là, on a deux types de solutions qu'on amène à nos partenaires. Alors, moi, j'ai tendance un peu à parler de PNL du retailer en disant, voilà, il y a la top line, hein, tout ce qui est GMV, marge, coût variable, et puis la bottom line, les EBITDA. Donc la top line, c'est vraiment toutes nos solutions qui permettent d'amener, avec nos solutions ads et marketing, du trafic qualifié en online et offline, et avoir avec ces outils-là, qui sont tous basés maintenant sur de l'intelligence artificielle, la capacité finalement d'améliorer sa performance commerciale et marketing. Donc c'est vraiment des solutions pour la top line. Et puis il y a le bottom line qui est on va dire tout le reste, tous les éléments de poste d'un PNL de retailer, où on va apporter nos solutions de Google Cloud avec une couche majeure en termes d'IA qui s'appelle Vertex AI et qui embarque en fait tous les algorithmes qu'on a développés pour nos propres solutions et qu'on met à disposition des retailers sous forme un peu comme une marketplace qui va permettre finalement d'utiliser ces mêmes algorithmes sur les données du retailer pour développer leurs propres services. Et c'est ce qu'on a fait avec Fnac Darty ou avec Carrefour ou avec bien d'autres groupes en France ou dans le monde. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que l'utilisation de ces solutions et de ces algorithmes Vertex AI sont basés sur les données du retailer et pas les données de Google. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a une opportunité immense avec l'AI et l'AI générative, mais il y a aussi des questions très très fortes en termes de responsabilité. Et il faut qu'on ait un peu deux pieds en même temps dans la démarche qu'on a avec nos clients et nos partenaires, qui est être audacieux et développer des nouveaux services, mais se poser en permanence la question de la responsabilité, de la protection des données et de la capacité à maintenir dans la durée ces solutions-là. Et donc, au niveau de Vertex AI, quand les algorithmes de Google sont utilisés, ils ne le sont que sur des données limitées à celles du retailer et dans un espace qui est complètement isolé. Le dernier point qui est le plus important, sans doute, c'est la partie humaine. Et la partie humaine est importante parce que nous, notre motto, c'est de dire vous n'êtes pas en compétition avec l'AI. Quand on parle aux marketeurs, vous n'êtes pas en compétition avec l'AI. Vous êtes en compétition avec votre concurrent, un directeur marketing qui va utiliser l'AI, avec un directeur supply chain qui va utiliser l'AI. Donc, le binôme humain-AI est bien évidemment essentiel. Et ça fait partie du troisième volet de notre accompagnement avec nos partenaires, qui est sur la partie humaine, avec de la formation avant tout, avec de la nécessité en même temps qu'on implémente la technologie AI, d'avoir un accompagnement des équipes qui vont pouvoir comprendre cette AI, l'utiliser et être finalement en maîtrise de ces solutions-là. Donc, en amont, éducation est basée sur nos recherches et développement. Nos solutions plateformes technologiques qui sont AI first et qui permettent d'améliorer tous les éléments du PNL. Hein, et donc, on travaille sur les use cases qui sont pertinents. Et le troisième volet qui est la partie humaine avec de la formation et de l'accompagnement sur la durée. Très riche, merci. Ça nous donne une vision au global sur le processus à travers vos différentes interventions. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'il y avait une problématique à l'origine, pas forcément une réflexion poussée sur l'IA, mais de se dire, ok, j'ai une problématique, l'IA peut être une solution pour y répondre, et donc derrière, comment je mobilise mes équipes. Et dès lors que ça répond à cette problématique de manière efficace, l'équipe adopte parce que ça délivre davantage de performance, ça facilite la vie. Très intéressant. Très intéressant. Écoutez, je vous propose de prendre un petit peu plus de recul en regardant d'autres acteurs, notamment avec vous, David, sur ce slide qui est assez complet.
Je vous invite à le prendre en photo parce que je pense que ça va vous donner des idées sur les applications de l'IA au sein de marques et de grands comptes. Donc, David, je vous laisse nous détailler quelques exemples. Donc, la course est lancée. Vous voyez des retailers, des entreprises de consommation, de biens de grande consommation qui sont tous lancés. Donc, il y a quelques exemples sur cette slide. Vous avez Carrefour avec le chat Hopla qui a été lancé. Vous pouvez avoir des choses assez disruptives. Walmart qui va mettre en place un système d'aide à son procurement pour pouvoir négocier les contrats avec les clients et donc du coup de trouver des opportunités de gains. Vous allez avoir H&M qui veut lancer un système de design de produits très personnalisés en ligne et qui peuvent leur donner donc de la co-création, des idées pour leur propre collection. Donc, c'est en train de partir, tout le monde est en train de tester le sujet. On va en parler tout à l'heure, on a fait une étude pour un peu comprendre quels sont les facteurs de succès, quand l'utiliser, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas. Mais en tout cas, il est certain que tout le monde se lance aujourd'hui dans le sujet, dans les entreprises. On a parlé d'inflexion, vous l'avez dit, il y avait eu cette première vague 2015 avec le machine learning at scale qui a commencé. Là, on a vraiment toutes les entreprises qui se lancent et qui lancent des concepts sur le sujet. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui s'est démocratisée. On l'a vu, que ce soit avec ChatGPT ou Bard. Aujourd'hui, c'est accessible. C'est ça qui est aussi très intéressant. Si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément testé l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à télécharger en application sur votre mobile ces applications-là pour vous rendre compte de la simplicité. Génère-moi un code, génère-moi un texte sur un sujet précis. Bref, si ça démultiplie les possibilités, comme on le voit sur ces exemples-là. Après, on est encore dans une phase de test and learn, au final, pour voir un peu les résultats en termes de performance, j'imagine, sur des top acteurs. Très bien, super intéressant. Je vous propose maintenant de prendre un petit peu de recul, de réfléchir un peu sur les enjeux et les perspectives de l'IA et du commerce de demain. Et donc là, il y a beaucoup de sujets sur ces thématiques-là. L'IA pose des questions, parfois aux consommateurs, mais aussi aux vendeurs, aux marketeurs. Quelles sont un peu votre vision, que ce soit David ou vous, François, sur cet aspect d'opportunité, mais en même temps de menaces, de questions sur la sécurité, sur le numérique responsable? Voilà, c'est quoi un peu votre vision sur l'intelligence artificielle sur les années à venir? Je vais commencer. Alors, effectivement, je disais tout à l'heure, il faut être audacieux et responsable, et ça répond en partie à la démarche et à ta question. Sur l'audace, je pense qu'on est au tout début en fait, de l'accélération de l'AI. On a les premiers moteurs de GenAI. Nous, on a notre solution au grand public qui s'appelle Bard, qui est une solution expérimentale. On a aussi des solutions que j'utilise qui sont ce qu'on appelle Duet AI, qui sont des fonctionnalités ajoutées à toutes nos plateformes, notamment Google Workspace. Donc vous êtes sur Google Docs et vous avez accès à un assistant AI qui va vous aider à rédiger un email, à établir des slides et des nouvelles images. Donc on a tous ces services-là qui sont en lancement et en cours. Ce mouvement-là, comme je dis, c'est le début et on ne sait pas du tout quelle sera la fin de ce développement, mais on est parti sur une évolution qui va s'accélérer et nous, on va lancer un nouveau modèle dans quelques temps qui s'appelle Gemini et qui va révolutionner encore plus ce qu'on a vu depuis quelques temps. Donc, il faut avoir en tête que voilà, ce n'est que le début d'un chemin avec des opportunités qui vont être énormes. Ce qui est effectivement notre recommandation d'être dans une logique de test and learn à tout prix parce que ça va effectivement disrupter et apporter beaucoup d'opportunités pour les entreprises. En termes de responsabilité, on voit 3 domaines qu'il faut à tout prix saisir. Le premier, c'est la propriété intellectuelle. Il faut effectivement pouvoir être, en même temps qu'on développe ces solutions, notamment de GenAI, avoir cette réflexion sur la propriété intellectuelle. Donc nous, on a lancé des services déjà, notamment ce qu'on appelle About This Image. Maintenant, quand vous allez sur Google, vous allez pouvoir, sur chaque image, connaître le contexte et l'histoire de cette image. Alors non seulement ça va aider à la propriété intellectuelle, mais ça va aussi aider à tout ce qui est fake news, puisque vous allez comprendre si la photo a été publiée récemment sur Internet et avec une source peu fiable, ou au contraire, si elle est présente depuis 10 ans sur Internet avec des sources fiables.
Le deuxième, c'est tout ce qui est effectivement lié aux fake news et à la désinformation, qui est un sujet également extrêmement majeur, notamment avec le générative AI d'images. Et là, nous, on développe des solutions notamment de watermarking qui vont permettre d'identifier si les photos ont été générées par de l'AI. Donc, c'est avec une technologie qui s'appelle SynthID et qui est disponible sur toutes nos solutions. Donc, toutes les photos générées avec de la générative AI sur nos plateformes ont ce système de watermarking et qui va permettre aussi d'avancer. Donc, premier sujet, la propriété intellectuelle. Le deuxième sujet, c'est la désinformation. Et le troisième sujet, c'est l'impact plus globalement sociétal et environnemental de l'AI. Sociétal, c'est première question, c'est sur l'emploi. Et évidemment, donc s'assurer qu'il y a un accompagnement, et ça rejoint le point que je disais tout à l'heure sur la formation essentielle des équipes à l'utilisation de l'AI pour accompagner ce changement. Donc on est plutôt optimiste en se disant que ça va être du net positif, mais il faut l'accompagner. Et c'est un risque quand même à monitorer. Et environnemental, parce qu'on sait qu'effectivement, l'AI est forte consommatrice de data. Et l'inflexion dont on parle, d'ailleurs, elle est liée à la puissance de calcul des algorithmes. Si on prend l'équation l'AI, pour faire de l'AI, il faut de la data, de l'algorithme et de la puissance computing. Et l'inflexion vient de ce dernier pilier, c'est la capacité computing de traiter des données et avec des algorithmes définis. Les données étaient déjà là avant, les algorithmes aussi, c'est la puissance de computing qui s'accélère. Et donc qui dit forte utilisation de computing dit impact environnemental. Et c'est pour ça que on a, nous, ce bilan, cette ambition d'être en 2030 neutre en carbone pour pouvoir effectivement avoir une AI qui est sustainable, qui est un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs. Très intéressant, on voit que voilà, c'est un sujet qui se développe énormément et qui va progresser par itération. Aujourd'hui, on voit toutes les possibilités de l'intelligence artificielle, mais il y a encore de la profondeur en termes de déploiement. C'est aussi quelque chose que vous partagez, vous David, sur cette vision des prochaines années. Je pense que ça va s'accélérer. Ici, il y a un exemple de ce que pourrait être un retailer fashion and luxury dans le futur et toutes les dimensions sur lesquelles l'IA générative peut intervenir, sur la création de produits, sur la compréhension de marché en faisant par exemple des théories des jeux, sur le support à l'expérience client. Ce que tout le monde lance en ce moment, c'est beaucoup d'expérience client avec les chatbots, mais vous avez aussi la planification, comment vous envoyez les bons produits aux bons endroits où les clients sont intéressés, et le marketing évidemment qui va vraiment être chamboulé, et avoir sur la génération de contenu, sur la mesure, qui va vraiment s'accélérer. Je voudrais juste ajouter sur les enjeux, donc il y a effectivement les enjeux de responsabilité. Quand vous mettez dans les mains un chatbot qui va avoir le nom de votre entreprise, il va falloir faire attention à ce que le chatbot répond. Il peut répondre. On a tous entendu parler du chatbot qui est devenu raciste. Alors c'était il y a longtemps, donc maintenant on est un peu plus avancé, mais vous pouvez avoir des gens qui se confient énormément dans ce chatbot et qui vont vous dire que par exemple ils n'ont plus d'argent et vous allez quand même proposer un produit. Est-ce que vous voulez vraiment proposer un produit à ce type de population? Il y a tout un tas de questions qui vont se poser et qui vont vous mettre à risque, en tout cas sur la scène publique, sur ces sujets. Et enfin, la cybersécurité. On a vu plusieurs choses apparaître. Samsung récemment qui a interdit l'accès grand public de ChatGPT parce qu'ils ont des morceaux de code critiques qui ont été retrouvés dans l'application. Donc si les utilisateurs ne sont pas dans un environnement sécurisé, vous pouvez donner et perdre vos données. On peut aussi avoir certains prompts qui permettent d'accéder à des données sans que les IA génératives s'en rendent compte, et donc du coup accéder au cœur du réacteur un peu par ce qu'on appelle des backdoors, donc des portes dérobées. Donc toute la sécurité autour de ces sujets va être de plus en plus importante puisqu'il va y avoir une quantité d'utilisateurs qui vont se connecter. Et le dernier sujet, c'est un peu quand est-ce que ça marche? On en a parlé, tout le monde y va. On ne sait pas toujours comment ça marche, et donc c'est le slide d'après. Encore après, ouais. On a une étude qui, moi, je trouve très intéressante, et comme il y a autant d'utilisateurs de ChatGPT dans la salle, on a pris 750 consultants du BCG, on a travaillé avec des experts dans la partie mesures et statistiques, et on a 3 grands messages sur l'utilisation de ChatGPT. Le premier, c'est que humain plus machine n'est pas toujours supérieur à l'humain. Et on a vu que sur des tâches de créativité, oui, systématiquement, vous voyez, c'est le 40%. Donc effectivement, sur la créativité, l'humain est vraiment augmenté majoritairement. Sur des tâches de résolution de problèmes et d'expertise, ce n'est pas du tout le cas. Et les consultants qui ont utilisé un peu trop ChatGPT pour répondre à ça ont été en dessous de ceux qui ne l'utilisaient pas. Et donc on voit qu'en fait, ce n'est pas très clair aujourd'hui toujours, et ça va évoluer, comme on l'a dit, c'est changeant,
quand est-ce que l'IA générative apporte de la valeur ou pas. Donc je vous encourage du coup à créer du test and learn, de l'expérimentation sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est celle du milieu, c'est que tout le monde est augmenté par l'IA massivement, quel que soit votre niveau de départ. Par contre, il n'y a pas de corrélation entre votre niveau de départ et votre performance avec l'intelligence générative, artificielle générative. Et donc du coup, ça repense aussi quelles sont les compétences que vous devez recruter. Il y a des gens qui savent utiliser l'intelligence générative mieux que les autres et qui peuvent être meilleurs alors qu'ils ont un niveau de démarrage moins bon. Et enfin, il y a un risque quand même de destruction de créativité qu'on observe. Les gens qui utilisent massivement pendant très longtemps et sur le long terme ces outils-là, du coup, quand on les compare à un panel de gens qui continuent à d'abord utiliser l'humain et ensuite ChatGPT, plutôt que directement l'intelligence générative et ensuite l'humain, deviennent moins créatifs quand on les compare en deux groupes bien séparés. Et donc du coup, il y a quand même l'important de garder l'humain dans la boucle et de garder de la créativité, les designers dans vos équipes pour utiliser. Et c'est vraiment une aide et pas un remplacement qui va se passer, en tout cas à ce stade. Encore une fois, on l'a dit, ça évolue très vite, donc il faut rester au contact, itérer, expérimenter dans vos entreprises pour voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ce qu'on retient, c'est que ça élargit le potentiel, mais ce n'est pas obligatoire que ça ait un impact direct. Voilà, c'est un outil qui vient augmenter les capacités, que ce soit des collaborateurs ou des entreprises, mais encore faut-il le mettre à bon escient d'une problématique ou des enjeux très spécifiques. Si je me retourne vers Olivier et Pierre-Yves, vous, c'est quoi un peu votre vision sur ces prochaines années, que ce soit pour vos structures, mais aussi pour le marché à travers l'IA générative? Je pense, pour rebondir sur ce qui était dit juste avant, enjeu big, énormément d'enjeux. On voit que ça va toucher l'ensemble des métiers, l'ensemble de la chaîne de valeur. Risques, je crois qu'ils sont aussi importants. On a vu, il y a le risque de ne pas bouger assez vite et donc de se retrouver largué dans certains métiers. Puis il y a aussi le risque de faire des bêtises parce qu'on ne maîtrise pas. Donc nous, on essaye, autant que faire se peut, d'encadrer les use cases. On a défini une charte, on essaye vraiment de protéger pour éviter les phénomènes de backdoor qui étaient évoqués là. Il y a le risque réputationnel, évidemment. Si un jour il y a un chatbot qui vous fait faire un mauvais entretien chez vous sur un appareil électroménager, que ça met le feu à la maison, là, on ne trouvera pas l'intelligence artificielle très intelligente, quoi. Pour autant, il faut qu'on y aille et qu'on accélère. Et moi, je pense, je suis très optimiste sur la façon dont ça va s'accélérer parce que pour moi, il y a deux éléments très forts en ce moment. C'est les premiers use cases qu'on a, j'en ai parlé, c'est le coding, c'est la génération de contenu sur Internet, c'est l'aide à l'assistance aux opérations, etc. Les premiers use cases marchent. Alors, est-ce qu'ils marchent très bien? Est-ce qu'ils marchent hyper bien? Je ne sais pas le dire encore, mais ils marchent. Et l'autre élément, c'est que les équipes, à tous les niveaux de l'entreprise, elles sont enthousiastes. Les chefs à plumes, ils se disent qu'ils vont trouver des gains de top line ou de productivité. Et puis les équipes, elles découvrent la puissance de l'outil aussi, elles se forment. Et donc je pense que la conjonction des deux, ça va faire que l'implémentation va s'accélérer là dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Alors je pense que c'est vrai que l'IA générative a créé une sorte de choc. Moi-même j'ai été surpris, ça fait 4 ans que je travaillais sur l'IA en général et quand j'ai vu ChatGPT arriver, j'ai été personnellement surpris de la puissance que ça avait. Et la chose qui est intéressante, c'est que en fait, ça s'applique quasiment à tout le monde. Donc c'est générique parce qu'en fait, il y a tout le contenu d'Internet qui est processé depuis sa création. Mais la complexité, c'est que pour l'instant, on a des cas d'usage qui sont un peu pour tous, mais individuellement. Donc si je prends l'exemple au bureau, une personne individuelle peut utiliser l'IA générative pour faciliter l'écriture d'un email, etc. Même moi, au niveau familial, mon mari qui travaille dans le design ou mon fils qui est en dernière année d'université l'utilise individuellement de façon très efficace. Maintenant, en entreprise, si on veut avoir des utilisations qui sont collectives, qui rentrent dans des process, en fait, il faut réussir à personnaliser pour l'intérieur de l'entreprise l'utilisation de l'IA générative. Et pour ça, en fait, on a le même processus que pour l'IA analytique. Donc, il faut beaucoup de données, et de la donnée interne et spécialisée sur l'entreprise qu'il va falloir rajouter au modèle pré-entraîné. Donc la partie de data est claire.
il faut des technologies qui soient sécurisées pour une utilisation en entreprise, qui soient cadrées. Et puis après, comme sur les autres projets, celui que j'ai présenté, mais on a développé d'autres, la partie la plus complexe, c'est ce qu'on appelle en anglais le change management. C'est de faire en sorte d'adapter les processus, de trouver à quel moment ça peut s'appliquer, de motiver les gens pour qu'ils comprennent. On parlait de formation tout à l'heure, mais c'est aussi que les gens participent au projet, donnent leur input, parce que c'est là qu'on a des solutions qui fonctionnent bien au quotidien pour que les gens les adoptent, les utilisent et aient un impact. Et puis des fois, il faut changer des processus, la façon dont les choses sont organisées. Donc en fait, ces projets-là, pour qu'ils aient un impact en entreprise, il y a toute une partie de projet au-delà des premières utilisations individuelles et isolées, qui prennent aussi du temps, un peu de la même façon que quand le moteur Google Search est arrivé au début pour les utilisateurs grand public, on a tous été un peu émerveillés. Avant que ça arrive en entreprise sur des choses beaucoup plus précises, ça a pris pas mal de temps. Et donc je pense qu'en fait, on va avoir un peu ces deux vagues, les utilisations individuelles ponctuelles et isolées qui apportent déjà de la productivité, qui apportent des bonnes idées, de la créativité, comme on l'a vu. Et après, il y a des solutions d'entreprise qui, elles, prennent un peu plus de temps. Et par exemple, chez Pernod Ricard, on fait très attention, comme le mentionnait David, à la partie utilisation grand public, parce qu'on est sur des produits sur lesquels la consommation responsable est extrêmement importante. Donc on ne peut pas se permettre, en termes de réputation, mais même en termes de responsabilité, d'avoir un chatbot dont on ne comprend pas encore complètement comment il fonctionne à l'intérieur. On ne maîtrise pas complètement en fait, les fonctionnements, et donc il y a énormément de barrières qu'il faut qu'on mette pour que l'utilisation au final soit la bonne. Très bien, messieurs. Merci pour cette vision très complète. On a parcouru ensemble pas mal de sujets. J'espère que cette table ronde vous a donné voilà, des clés opérationnelles. Hein. On l'a vu, que ce soit dans l'étude de BCG. J'invite encore l'ensemble du public, si vous voulez plus d'informations sur des chiffres clés, comme ceux qu'on a vus sur ces précédents slides, à télécharger l'étude. On voit qu'il y a un fort potentiel, que c'est déjà ancré dans des structures. L'IA depuis quelques années, mais maintenant l'IA générative, c'est vraiment un sujet d'actualité, qui est déjà intégré sur beaucoup d'entreprises, que ce soit en France et aussi à l'international. Donc c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, messieurs, qui va s'accélérer, où l'ensemble des personnes, des collaborateurs vont prendre la main dessus. Donc on vous invite également à faire preuve de curiosité sur ces sujets-là, continuer de développer ces sujets, mais suivre aussi les résultats qu'on verra sur nos différentes structures. Messieurs, on a fait le tour des sujets. Ce que je vous propose, c'est peut-être, on peut prendre 2-3 questions pour échanger avec vous. Et puis, comme ça, on aura passé ce bon moment ensemble autour de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions pour échanger ensemble? Une question? Bonjour, merci pour l'intervention, c'est intéressant. J'ai juste une question sur notamment l'expérience utilisateur, notamment dans le retail avec l'intelligence artificielle. Est-ce que l'essence même du retail, c'est pas l'expérience auprès de l'humain et qui va venir un peu se dégénérer avec de l'intelligence artificielle qui coupe un peu le lien qu'on peut avoir avec l'humain qu'on recherche quand on vient faire une expérience retail, qu'elle soit dans du retail physique ou e-commerce? Non, mais c'est sûr que le commerce, c'est l'humain. Et nous, d'ailleurs, notre stratégie, c'est d'essayer d'offrir le meilleur du commerce omnicanal, c'est-à-dire à la fois des fonctionnalités sur Internet, l'utilisation des meilleurs algorithmes, mais de privilégier le contact humain. D'ailleurs, on réalise chaque année des centaines de milliers de visio et nos vendeurs sont connectés avec les internautes. Et à aujourd'hui, le meilleur conseil que vous pouvez avoir, sans aucun doute, c'est avec des experts produits pour choisir le bon produit. D'ailleurs, profitez-en là encore dans la période de Noël. Hein. N'oubliez pas de faire vos achats de Noël sur Fnac ou sur Darty. Et ou après avec les réparateurs. Donc ça, c'est sûr que c'est le cœur du commerce. Maintenant, il y a plein de moments et il y a plein de possibilités soit d'augmenter ce collaborateur parce qu'on lui donne
des meilleures informations, une information qui est plus à jour, on lui facilite le travail. Et puis il y a aussi des moments où c'est la nuit, vous voulez acheter un truc sur Internet, et là c'est l'algorithme qui intervient. Mais je pense vraiment le collaborateur augmenté, c'est essentiel. On prend le SAV par exemple, je sais qu'il y a des équipes là, du SAV d'Arty qui sont dans la salle. On a une base de connaissances incroyable parce qu'on a fait des millions de réparations ces dernières années, on connaît tous les appareils. Et la façon dont en temps réel, cette base de connaissances, elle se met à jour, elle s'utilise, ça peut permettre aux réparateurs d'être encore plus efficaces. Donc vous voyez, ça ne s'oppose pas, je pense que ça se complète. Oui, pour compléter, en fait, quand on met en place en entreprise des types de projets comme celui-là, en fait, pour que ça marche, il faut commencer par les collaborateurs, il faut commencer par l'humain ou commencer par nos clients qui sont des retailers. C'est qu'est-ce que ça leur apporte. Et en fait, dans mes équipes, il y a des équipes de data science, des équipes de change management, mais il y a aussi des user experience researchers, des UX designers, pour être sûr que en fait, toute l'expérience du collaborateur soit améliorée avec ces outils. Et que ce soit vraiment au service de nos employés, de nos clients. On travaille dans la convivialité, comme on dit chez nous, et cette partie-là est vraiment, vraiment importante. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi les commerciaux, une partie des commerciaux ont été voir le comité d'entreprise, c'est parce qu'en fait, ils voyaient que en fait, ils avaient gagné plus de temps, ils pouvaient être plus de temps au contact de consommateurs en magasin, des chefs de rayon en fait, qui sont souvent leurs amis ou les patrons de bar. Et en fait, toute cette partie de vraiment être centré sur l'utilisateur interne, sur l'employé, sur le client, sur le consommateur, extrêmement importante. Et il faut toujours partir de ça, en fait. Sinon, les outils sont simplement pas adoptés. Et bon, on a quelque chose qui est joli à faire pour faire une démo, une conférence comme celle-ci. Mais c'est à partir du moment où c'est adopté dans l'entreprise qu'on a un vrai impact. Je pense que c'est une question qui est assez récurrente d'opposer au final l'intelligence artificielle aux équipes ou à la relation client ou n'importe quel sujet, alors que c'est une extension. Voilà, il faut le voir comme un outil. Et donc l'intelligence artificielle d'elle-même, si cet outil n'est pas bien utilisé par vos équipes, au final, il peut produire, comme le montrait David sur l'étude, des résultats moins performants. Donc attention à cette opposition. L'IA est un outil qu'il faut activer en direct avec ses équipes. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? S'il n'y a pas d'autres questions, on est tout bon. Très bien, messieurs. Écoutez, on peut applaudir ce panel pour leur retour. Merci, merci messieurs pour l'ensemble de vos retours, de ces cas concrets et puis de ces retours d'expérience. N'hésitez pas à échanger avec nos intervenants après la conférence. Je sais qu'ils vont être assez sollicités sur certains sujets. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon salon à tous. Bonne journée.